Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bon matin. On vous a fait patienter un tout petit peu, vu certains décalages là, par rapport à la conférence initiale. Alors, je me présente, je suis Shirley Plouffe, directrice au développement des affaires chez Logebec. Donc, je vais laisser les gens s'installer. J'ai le privilège ce matin de vous présenter nos deux conférenciers. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Une belle journée chaude et ensoleillée, ça fait du bien, n'est-ce pas? Donc, oui, voilà, je prendrai quelques minutes toutefois pour vous parler de l'organisation pour laquelle j'évolue comme directrice au développement des affaires. Donc, Logebec, une entreprise qui propose des solutions technologiques pour le réseau de la santé, telles que des solutions en gestion clinique et financière, matérielle, mais également des solutions de performance et analytique, et également gestion de la main-d'œuvre, incluant la gestion de la paye. Donc, ce matin, je suis accompagnée ici des deux conférenciers qui vont animer la conférence pour un meilleur accès à une médecine spécialisée pertinente. Il me fait plaisir de vous présenter de l'Institut de la pertinence des actes médicaux, M. Jean-François Foisy, directeur général à l'IPAM, ainsi que M. Luc Bouchard, directeur des projets technologiques et systèmes d'information. Je vais prendre aussi l'instant de... ils ont un très beau parcours professionnel, fait que j'aimerais quand même souligner quelques accomplissements. Monsieur Foisy est diplômé de premier cycle en sciences comptables et de deuxième cycle en administration publique. Il compte également plus de 30 ans d'expérience au privé et dans des fonctions de directeur général, notamment au CLSC de Joliette, l'Agence de la santé et des services sociaux de la Naudière, l'hôpital Santa Cabrini de Montréal et plus récemment comme président-directeur général du C3S des Laurentides. Monsieur Foisy possède également une grande expérience des instances centrales, des différentes instances du réseau de la santé, notamment présider les conseils d'administration d'Urgence Santé ainsi que de Sigma Santé. Je poursuis avec M. Luc Bouchard, expert en technologie de l'information et des communications. M. Bouchard a une grande expérience du réseau de la santé québécois, sous-ministre associé à la direction des technologies de l'information et au ministère de la Santé et des services sociaux, à la direction des technologies et de l'information. Directeur aussi des ressources informationnelles au CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, directeur des technologies et de l'information à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Il a également œuvré à titre de directeur principal et exécutif à InfoRoute Santé du Canada. Donc, en terminant, je vous souhaite une excellente conférence, une bonne journée et je vous invite à venir rencontrer l'équipe de Logebec au kiosque 210 pour discuter de vos projets. Merci. Merci. Bon, bien, j'enlève mon générateur de buée. Écoutez, ça nous fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que ça fait spécial après 2 ans de quasiment cloîtré, là, de pouvoir rencontrer plusieurs personnes. Tantôt, je parlais avec le ministre, puis ça fait 2 ans qu'on se voit en visio. Nous fait que ça fait un peu particulier. Alors, merci d'être avec nous. On est ici pour vous parler un peu de l'Institut de la pertinence des actes médicaux. On parle d'un meilleur accès à une médecine spécialisée pertinente. Évidemment, les gens pourront poser des questions que vous jugerez à propos. On va essayer d'avoir l'intelligence d'y répondre comme il faut. Donc, ça marche en plus. Donc, un petit peu, ce qu'on va aborder, c'est l'IPAM, bien, c'est pourquoi que l'IPAM, cette bébite-là existe. L'IPAM, c'est quoi aussi? C'est qui? Des conditions de succès qui doivent être présentes pour que ça fonctionne. On va parler un peu de résultats, des mesures de pertinence, quelques exemples, des résultats en termes de réinvestissement, puis un peu aussi parler, de toute façon, tout ce qu'on fait, ça a toujours un impact sur la première ligne. Alors, on va en parler un petit peu. Donc, l'IPAM, ça a commencé en mars 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mars 2020, mais il y en a qui voudraient l'oublier. Moi, je m'en rappelle.
Et puis, je me rappelle d'avoir été, c'est moi-même qui ai été chercher les bureaux. Fait que moi, je peux dire que je suis vraiment un instigateur de l'IPAM avec M. Coton qui travaille à la présidence. L'IPAM s'est créé par un protocole d'entente entre le gouvernement du Québec, qui était représenté par le président du Conseil du Trésor à l'époque et la ministre de la Santé et des Services sociaux, et aussi signé avec le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. À l'époque, c'était le président. Alors ça, ça a été créé, ce protocole-là, à ce moment-là, et c'est un protocole qu'on appelle en décembre 2019. Et le protocole était relatif, là, si on se rappelle à l'époque, aussi à la réduction de l'enveloppe budgétaire globale qui était dédiée à l'ensemble de la rémunération des médecins spécialistes au Québec. Le mandat qui a été donné à l'IPAM, c'était d'identifier, d'adopter des mesures qui visaient à restreindre, éliminer des actes médicaux qu'on dit à faible valeur ajoutée, 450 millions sur 3 ans. Donc, c'est quand même beaucoup de sous. Les économies totales qui résultent des mesures, que ce soit des mesures administratives, médico-administratives, de pertinence des actes médicaux avec nous, d'évolution de pratiques qui ont été reliées, entre autres, à des choses comme l'assurance responsabilité professionnelle, c'est 1,6 milliard. Donc, c'est quand même 1,6 milliard qui se retranche au fur et à mesure de l'entente, du protocole d'entente. Donc, on pourrait dire de 2018-2019 à 2022-2023, le protocole a un début puis une fin, mais le protocole prévoit que l'IPAM continue ses activités tant que les projets, toutes les choses n'ont pas été réalisées, évaluées et fonctionnelles. En fait, on souhaite beaucoup travailler sur le bon service, à la bonne place, puis avec le bon professionnel. C'est sûr qu'on a aujourd'hui une panoplie de gens qui viennent du réseau, de la première ligne, de la médecine spécialisée, il y a des gens d'omnipratique, puis des professionnels, des gestionnaire. Ça fait, je sais pas moi, ça fait 40 ans qu'on entend parler de ça, la bonne personne au bon endroit. Fait que, finalement, on a tellement testé de choses que les bonnes personnes ont testé tous les bons endroits avec les bons professionnels à travers les années. Mais il ne faut jamais oublier que, de toute façon, si on ne fait rien, si on n'essaye rien, on ne réussit rien. Tantôt, il y avait quelqu'un qui parlait de bugs avec des choses qui se mettent en place, mais c'est sûr que si on fait rien, il n'y aura pas de bugs. Mais on ne fait rien. Puis si on fait de quoi, bien oui, il va en avoir. C'est des gros systèmes. Hein? On parlait tantôt du système de la santé, que ça génère, dans le fond, 10 de la main-d'œuvre au Québec. Mais c'est pas rien. Quand j'étais PDG d'un CIS dans les Laurentides, bien, on était vraiment le plus gros employeur. Là. De loin, on était le plus gros employeur. L'employeur qui suivait dans les Laurentides, c'était Bombardier, avant que Bombardier rétrécisse et vende ses activités d'Airbus. Fait que ça vous donne quand même l'importance de toutes ces institutions-là qui sont dans le réseau de la santé. Voilà. Quand on parle d'actes à faible valeur ajoutée, bien, dans le protocole, vous savez, un protocole, d'ailleurs, vous pouvez aller le lire sur le site de l'IPAM, c'est pas particulièrement intéressant à lire, mais c'est important parce que les mots qui se retrouvent dans un protocole peuvent ensuite, plus c'est clair, moins c'est sujet à interprétation, mieux ça va. Donc, on parle d'actes inappropriés. On parle de fréquence excessive dans les actes. On peut parler ou qui sont non conformes aux bonnes pratiques. Il faut faire attention quand on dit des actes inappropriés ou des choses qui sont non conformes aux bonnes pratiques. Ben là, nous, on ne venait pas dire qu'on travaillait tout croche là, au Québec. On dit juste la médecine évolue, la médecine spécialisée évolue, puis ce qui était très correct il y a 15 ans, il y a 20 ans, ben oui, ça se peut qu'aujourd'hui, en 2022, ça soit différent. La technologie, c'est fou là, comment la technologie évolue. Alors, c'est important de bien comprendre que quand on dit à faible fréquence excessive ou inappropriée ou non conforme aux bonnes pratiques, c'est une question d'évolution beaucoup aussi, souvent dans le temps. Puis de temps en temps, de cibler des choses avec les collègues, les partenaires, les médecins, le ministère,
qui ont dit ça, peut-être qu'on pourrait arrêter de le faire. La révision des actes médicaux, on parle d'éléments de rémunération parce que, veut pas, là, on peut parler de pertinence clinique toute la journée, c'est extrêmement intéressant, mais on sait que dans le protocole de 1,6 milliard, il y a 240 millions d'actes récurrents, on va le voir juste après, qui, ça doit se traduire par des économies tangibles pour qu'on puisse ensuite les réinvestir. Donc, 240 millions, puis sur 3 ans, ça fait 450 millions. Donc, on peut que ça peut être des éléments donc, de rémunération, des actes, des suppléments, des forfaits. Ça peut, le protocole parle même que des potentiels de désassurance. On va sûrement avoir une réunion bientôt sur des éléments qui ont été proposés de désassurance de certains actes. Ça peut être la fixation de conditions de facturation. Ça peut être des plafonnements. Donc, il y a quand on parle de révision, là, c'est beaucoup de choses. Vous savez, la rémunération médicale, je savais que c'était complexe, là. Puis là, je veux vous dire, c'est vraiment complexe. Donc, tu sais, quand tu as 13 ou 14 000 actes de facturation, on peut comprendre que pour les gens aussi, même les médecins qui doivent l'appliquer, là, c'est tout sauf simple. Donc, dans ce sens-là, on travaille avec les gens pour essayer de faire en sorte que ça soit un petit peu plus fluide. Donc, les cibles d'économie de l'Institut, c'était donc des cibles annuelles. En 2021, c'était 70 millions récurrents. En 21-22, c'était 70 millions de plus. Puis en 22-23, un autre 100 millions. Donc, ça fait 240. Quand on additionne les 3 années, ça fait 450 millions sur 3 ans, mais il y a 240 millions qui doivent demeurer des économies qu'on dit récurrentes. C'est spécial, le protocole. Le protocole ciblait que le 1er avril 2020, on devait avoir fait 70 millions. Bon, on a commencé le 1er avril 2020, donc je ne vous annonce pas quelque chose de particulier en disant que le 1er avril, on n'avait pas 70 millions de mesures. On aurait pu, mais c'est dangereux si moi j'arrive avec des mesures juste de mon cru, là. Alors, on décale un peu avec la pandémie là, dans le temps, mais on a toujours pensé que c'était préférable de travailler avec les gens plutôt que d'essayer d'imposer des choses. De toute façon, imposer des choses, là, ça ne marche pas toujours comme on voudrait. Et ça, ce qui est très important dans le protocole, c'est le volet réinvestissement. On réinvestit pour l'accessibilité aux services spécialisés. Donc, le total des sommes qui sont économisées, l'évolution de la pratique, les autres mesures, 1,6 milliard, vont être réinvestis pour avoir une meilleure accessibilité aux services en médecine spécialisée. Puis on a aussi la responsabilité, nous, à l'Institut de la pertinence des actes médicaux, de s'assurer de la façon dont les sommes vont être investies. Donc, on travaille beaucoup avec le ministère, on travaille beaucoup avec la présidente du Conseil du Trésor. Donc, on doit s'assurer que ces choses-là se mettent en place. Oups, je savais que je me tromperais une fois au moins. L'IPAM, on dit c'est qui l'IPAM? Bien, l'IPAM, il y a un comité de gouvernance. C'est important, ce n'est pas un conseil d'administration, c'est un comité de gouvernance. Mais c'est quand même là où se prennent des décisions d'investissement. C'est très important. Et aussi les décisions sur les mesures de pertinence pour l'adoption. Il y a une 12aine de demandes, dont plus le directeur général, là, et on va en parler un petit peu à la prochaine acétate. On a aussi plusieurs partenaires qui viennent de différentes organisations. On va en parler aussi à la prochaine je dis acétate. Vous savez, quand elle a lu tantôt mon parcours, j'ai compris pourquoi j'avais eu 60 ans il y a quelques jours. Donc, c'est pour ça que je dis acétate. C'est quoi qu'on dit à la place d'acétate? Tu ne sais pas, toi non plus, hein, parce que tu as plus que 60 ans. C'est ça. On a des comités de travail qui impliquent de l'expertise clinique, de l'expertise économique, technologique, puis aussi de gestion. Parce que le plus intéressant, je dis, dans le fait d'avoir mis en place l'Institut avec un protocole, c'est de faire travailler les gens ensemble. Vous savez, par nature, il y a des organisations qui vont se retrouver par la force des choses toujours un peu en opposition. Puis c'est normal, là, tu vois des fédérations, le ministère, c'est normal, là, par nature. Et nous,
on trouvait ça intéressant comme défi de travailler avec ces gens-là pour qu'il y ait un bon partenariat qui s'établisse, puis d'aller à travers le temps, de pouvoir le bonifier. On a une équipe interne d'une dizaine de personnes, qui inclut le président puis le directeur général. Donc, on a cette chance-là d'agilité. Là. Quand une organisation est plus petite, c'est sûr que tu fais plus d'affaires, mais il reste qu'on a une dizaine de personnes, excusez l'anglicisme, le corps de l'organisation, qui nous permet de se retourner souvent sur un dizaine. Puis ça, pour moi, c'est un avantage. De toute façon, si on a besoin d'avoir accès à des ressources externes pour des mandats particuliers, on le fait. Si on a besoin des comités d'expertise médicale particulière, on le fait. Mais il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur nos choses. Je vous parlais tantôt de c'est qui l'IPAM. Bien, dans le fond, les signataires à l'entente, je l'ai dit, tu avais le Conseil du Trésor, le ministère, la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, donc ces trois organisations-là. Et au comité de gouvernance, il y a 4 représentants du gouvernement du Québec, donc une personne de la Régie d'assurance maladie du Québec, 2 personnes du ministère de la Santé et des Services sociaux, une personne qui est de l'Institut national en santé et services sociaux, et 4 personnes aussi du volet Fédération des médecins spécialistes du Québec. Il y a 2 observateurs du public. On a la chance d'avoir la part de 2 patients partenaires. Puis ça, on trouve ça très intéressant parce que ça oriente souvent les choses, je dirais, moins techniquement, parce qu'on se retrouve souvent dans des débats assez techniques, merci. Puis ces gens-là nous ramènent facilement sur le terrain des vaches. On a la chance aussi d'avoir un observateur de la Fédération des médecins et des praticiens du Québec, d'ailleurs, Dr Vachon, que je salue, qui est ici, parce qu'on ne peut pas faire des travaux, ce n'était pas inscrit dans le protocole d'entente, mais on ne peut pas faire des travaux pour essayer de mettre en place des choses, des changements de pratique en médecine spécialisée, puis pas inviter les gens qui sont en première ligne en omnipratique. Alors, c'est sûr qu'il n'a pas fallu convaincre personne. Dr Oliva était tout à fait de la FMSQ tellement à l'aise que les gens de la FMOQ soient là. C'est drôle, hein? On dit ça. On aurait-tu dit ça il y a 10 ans? Peut-être pas. On vit avec la pandémie parce qu'il n'y a pas juste des mauvais côtés. On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Là. Moi, je le vois comme à moitié plein. La pandémie nous a amené une obligation, oui, mais une capacité de travail entre les divers professionnels, entre les diverses organisations qui n'aurait pas été possible. C'est malheureux. Les gens disent « Ouais, mais ça prend une crise. » Ben oui, mais quand tu as une crise, ça jette à terre des barrières et ça favorise le fonctionnement. Et on le voit, là, ça fait toute la différence au monde. Alors, dans ce sens-là, merci à tout ce monde-là qui ont décidé de travailler ensemble pour que ça aille un peu mieux. Il y a le président de l'IPAM, M. Jacques Cotton, qui a été nommé par le gouvernement, directeur général de l'IPAM. Donc, une douzaine de personnes, 13 avec moi. Les conditions de succès, parce que c'est beau un protocole, mais tu peux faire 3, 4, 5 ans et avoir rien fait finalement. Puis ça, c'est pas utile à personne. J'aurais écrit « embaucher des gens un peu haïssables », mais je ne l'ai pas écrit dans ma présentation. Je me suis dit « je vais le dire, ça ne sera pas retenu contre moi ». Mais ça prend du monde un peu fatigant, ou à tout le moins des gens un peu à une certaine expérience. J'ai toujours pensé que l'expérience, ça ne s'achetait pas. Fait que nous, on a un bon mix d'expérience dans l'équipe, puis de jeunesse, là, puis ça, je trouve ça extrêmement intéressant. La première condition de succès, c'est vraiment la collaboration puis l'implication des gens. Moi, je vous dirais, là, je me rappelle les premières rencontres, puis je trouvais que c'était pas mal silencieux dans nos divers comités. C'était quelque chose. Mais on est rendu, on a un comité, là, qu'on en parle plus loin, un comité aviseur au directeur général, où tu as des gens du ministère, des gens de la FMSQ. On a des discussions sur des sujets les gens pourraient déchirer leur chemise à cause de leurs fonctions respectives. Pas du tout. On a des discussions intelligentes, des discussions posées, des discussions constructives. Et c'est une
très grande évolution. Puis ça revient, moi je dis que ça revient entièrement à nos partenaires. Nous, on est là pour essayer de faire en sorte que les choses se fassent le mieux possible, mais c'est vraiment grâce aux gens du ministère de la Santé, Services sociaux et de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. On a trouvé, avec l'IPAM, un véhicule qui permet aux gens de s'asseoir à une table et de discuter des choses et de trouver, des fois, des solutions. Alors ça, puis c'était ça aussi, l'espèce de chose qui était souhaitée par les gens qui ont pensé le protocole, c'est de mettre l'IPAM, c'est une espèce de bébite transparente. Si vous allez voir sur notre site, vous allez voir ce qu'on adopte, vous allez voir tous les projets, c'est tout transparent, là. Donc, tu amènes dans l'espace public 2 joueurs qui ont toujours fait leurs choses un peu chacun dans leur coin, puis c'est correct, ce n'est pas une critique, mais je pense que c'était le but aussi de faire ça comme ça. La participation des experts, mais ça la participation des experts, là, tu ne peux pas avoir quelque chose d'intelligent si tu ne demandes pas à des gens qui ont de l'expertise de faire partie de tes travaux. Et on a eu des comités, on a eu un comité scientifique dernièrement sur la sédation analgésique. On a eu la chance de bénéficier de l'expertise de spécialistes qui nous ont permis de faire quelque chose d'intelligent. Si tu n'as pas cette expertise-là, tu sais, la chose que nous, on ne souhaite pas faire, c'est de prendre des décisions qui vont avoir un impact négatif sur la pratique. Alors, prendre des décisions qui vont changer les pratiques, ça ne me dérange pas. Si c'est ça qu'on souhaite, parfait. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est prendre des décisions, abolir des choses, changer des choses, puis se retrouver avec des effets collatéraux vraiment indésirables. Alors ça, c'est pour ça que les experts participent aux divers comités de travail. Avec l'équipe aussi, le ministère, les gens travaillent à l'interne avec nous. Les gens de la FMSQ, l'équipe de Dr. Aliva, de Maître Desgagnés, directeur général de la FMSQ, travaillent beaucoup avec ces associations. Vous savez, c'est pas... les gens n'arrivent pas dans une salle à FMSQ avec les 35 associations, puis tout le monde est là. L'IPAM, ça va bien aller. Non. L'IPAM, au début, moi, je me disais, je suis assez en bonne santé pour prendre ce job-là. Parce que si j'ai besoin de me faire soigner, je ne suis pas sûr que ça va bien aller. Mais il y a... Ça aussi, c'est évolutif dans la vie. Il y a eu nous, on le voit, là, cette volonté de dire, regarde, on a signé un protocole. Il y a beaucoup de... Ça fait du sens. On le sait que, honnêtement, la pertinence... si le système de santé, dans sa globalité, ne prend pas le virage, continue pas à prendre le virage de la pertinence, c'est sûr qu'on frappe un mur. Je veux dire, on ne pourra pas avoir la société à peu près la plus vieille, une des plus vieilles sociétés au monde en termes d'âge de la population, puis de ne pas examiner comment on peut faire mieux avec ce qu'on a, puis de faire au plus pertinent. Alors ça, je pense que d'ailleurs, Dr. Oliva en a souvent parlé, le président de la FMSQ. Il a écrit là-dessus. La pertinence, moi, je pense que c'est un peu une partie du salut du système de santé, de travailler en pertinence. Puis, on aurait, si on prenait le temps, il y a une idée au ton, là, fait que vous allez avoir plein d'idées, là, mais si on prenait 20 minutes pour en parler, bien, on a tous plein d'histoires où on va dire, bien, voyons, ça n'a pas de bon sens. On recommence les affaires, on répète les affaires. On n'a pas la prétention de tout changer, mais on a la prétention de le vouloir. Puis Luc va vous parler d'exemples tantôt. Je suis rendu à combien de temps, moi, là? Oh boy! Mais on a vraiment la prétention de travailler, on ne lâchera pas pour essayer d'amener des choses qui vont être structurantes pour le système, puis aussi structurantes pour que nos médecins spécialistes ils trouvent un avantage aussi pour moderniser leur pratique. C'est quoi ça? Ah, OK. Merci, il me dit l'heure. La communication, la rigueur, bien, la rigueur, ça, je veux dire, si tu n'as pas de rigueur dans ton travail, si tu n'as pas de rigueur dans ce que tu évalues, puis quand on va évaluer les mesures économiques qu'on a prises, bien, on va le faire avec le plus de rigueur possible, parce que si tu ne mets pas de rigueur, bien, tu n'as pas de crédibilité. Puis moi, ça fait 30 ans que je travaille avec des groupes de médecins. Puis, s'il y a quelque chose que ça m'a appris dans la vie, c'est que les médecins
aime beaucoup travailler avec des données, puis aime beaucoup travailler avec des choses quand il y a de la rigueur. Puis ça, si tu ne veux pas perdre ta crédibilité, c'est facile, hein? La crédibilité, ça se perd comme ça. Ça prend du temps à la gagner, mais ça se perd comme ça. Donc, travaille avec de la rigueur. La communication, mais ça, la communication, on va faire 22 colloques, on va toujours parler de la communication. Bien, les échanges lors des comités de travail, je vous en ai parlé, un de nos comités, là, la qualité des échanges, là, avec les sommités qui sont sur le comité, là, c'est exceptionnel. On a une infolette qui s'appelle La Pertinente, que vous pouvez aller lire. Il y a l'infolette de la RAMQ. On arrime aussi, pour les médecins, c'est important. Pour les médecins, quand ils reçoivent l'infolette de la RAMQ, bien, ça, d'habitude, tous les médecins la lisent. Celle-là, tous les médecins la lisent, et parce que ça change des choses, puis c'est arrimé avec nos décisions. On s'arrange pour faire les arrimages. Il y a aussi les communications ministère-réseau. C'est au ministère aussi informer son réseau. Donc, c'est un gros réseau. Donc, le ministère aussi un job d'information excessivement important. Les communications aussi de la FMSQ avec ses membres, là, puis nous, on voit vraiment là, les efforts qui sont faits de parler avec les différentes associations. Puis vous avez le site web de l'IPAM que vous pouvez aller voir, là, ipam.ca. Peut-être parler un peu des résultats à ce... Je ne suis pas sur le rouge, ça va pas bien, mon affaire. Les résultats à ce jour... Sommairement, dans le fond, on a adopté à peu près 80 mesures de pertinence. On a plus ou moins 275, bientôt 300 codes de facturation abrogés ou modifiés. Puis la quasi-totalité des spécialités a été concernée spécifiquement dans certaines mesures. Puis il y a des mesures qui visent toutes les spécialités. On a eu la vérificatrice générale l'année passée dans son rapport qui parlait que l'IPAM avait fait 6 millions. Bon, ben, au 31 mars, on avait un objectif de 140 millions avec nos partenaires, puis on a adopté pour 149 millions de mesures. Donc, on a de mesures récurrentes qu'on va évaluer à travers le temps. Puis, c'est 106 quand même de notre cible. Alors, les gens ont travaillé extrêmement fort. Il ne faut pas que vous oubliez non plus que les gens du ministère puis les gens de la FMSQ, ils ont travaillé avec nous en pleine pandémie. J'ai un collègue de la FMSQ, Dr. Ahern, des fois, il s'en va aux soins intensifs, il revient, on retravaille. Dr. Poitras, qui travaille au ministère, qui est beaucoup avec nous autres, est appelé 22 fois pendant qu'on travaille. Mais ces gens-là ont mis plein d'efforts, ont mis leur cœur dans les travaux en pleine pandémie. Puis je pense qu'on est à un bon auditoire aussi. Vous comprenez ce que ça veut dire pour les gens qui ont travaillé avec nous, de faire ça en surplus de leur travail. Il y a aussi, donc, cette fierté des gens d'avoir atteint la cible parce que ce n'est pas un défi simple. Exemple, une chose simple, la radiographie des sinus, c'est une abrogation de code de facturation pour la radiographie des sinus. Puis, c'est un acte qui a été jugé non conforme aux bonnes pratiques. C'est recommandé aussi par Choisir avec soin, Choosing Wisely. Donc, on dit qu'on essaye de se baser aussi sur la science. On est chanceux aussi parce qu'on a des partenaires qui sont détenteurs de beaucoup de contenu scientifique, qui ont accepté de le partager puis de le travailler avec nous. Parce que tu peux le dire, mais pas le faire. Mais quand tu décides de le faire, tu t'engages dans ça. On a plusieurs mesures de pertinence qui sont des mesures qu'on appelle structurantes. On a adopté une dernièrement, par exemple, sur des urgences, on dit des urgences apprenantes. On souhaite, avec ça, changer des façons de faire, des pratiques qui vont faire en sorte qu'à terme, le système va être plus fonctionnel, ça va être plus intéressant. Des impacts sur la première ligne, regarde, cette mesure-là, c'est sûr, c'est une application de processus diagnostique qui change, bien, il faut que tu aies des alternatives à la radiologie. Donc, ça peut être un examen physique dans le cas de radio des sinus, ça peut être des questionnaires, etc. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Puis, quand on pense à des mesures, parce qu'il y en a qui vont me dire « Ah, la radio des sinus, est-ce qu'il y a des gens qui vont utiliser des massifs faciaux? » Pour ceux qui connaissent ça, pour changer, ça coûte plus cher qu'une radio du sinus. Mais on va s'assurer que la RAMQ, que ça ne soit pas fait. Mais ça, vous savez, quand on fait des choses comme ça, c'est toujours une très petite minorité. Il ne faut jamais oublier, on entend dans nos médias toutes sortes de choses, mais c'est la très grande majorité des gens, là, ils appliquent les choses correctement. Puis c'est toujours la minorité
qui rend les choses plus difficiles pour la grande majorité. Puis ça, là, c'est bon pour tous les secteurs dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis je prends toujours la peine d'en reparler parce que c'est difficile pour beaucoup de gens d'être obligés de porter des fois les pratiques, des fois différentes d'une petite minorité. La tarification des visites en pédiatrie. Là, on a un exemple de quelque chose qui vient, dans certaines régions, changer beaucoup de choses. C'est une abrogation de code qui était relative à l'examen général pour l'évaluation, puis la croissance, puis le développement d'un enfant, faite par un pédiatre. Et c'est un acte qui a été jugé inapproprié. On ne dit pas qu'il ne fallait pas le faire. On dit juste, après avoir analysé avec tout le monde, que ce n'est pas obligé qu'un enfant en santé soit vu par un pédiatre. Et donc, dans le contexte où les pédiatres doivent plus s'occuper de patients et des problèmes de santé plus complexes, en même temps, ces gens-là ont été aussi formés à être capables de répondre à ces problèmes complexes-là. Puis, on a souvent une difficulté d'accès à ça. Et donc, le suivi aussi des nouveau-nés, des nourrissons pour enfants qui n'ont pas de problème, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être fait par la première ligne. Et déjà, dans plusieurs régions du Québec, c'était fait. Je sais que la région de Québec, là, c'était déjà fait. Alors, l'impact, par contre, sur la première ligne, bien, suivi auprès des enfants en santé, bien, c'est quelque chose que les régions doivent gérer, puis c'est pas simple, mais c'est la bonne chose à faire. Plus grande disponibilité des pédiatres pour des enfants, il y a des problèmes de santé plus complexes. Alors ça, je pense qu'il faut voir l'avantage. Il faut toujours voir la difficulté de changer les pratiques, mais il faut voir l'avantage pour les gens de le mettre en place. Des demandes de consultation en neurologie, en hémato, en gastro-entérologie, en imagerie médicale, faites au moyen des centres de répartition des demandes régionaux, là, les CRDS qui sont existants. D'ailleurs, des gens du ministère qui travaillent là-dessus, qui sont ici dans la salle. Puis tu vas avoir aussi le CRDS-I en imagerie qui est à venir, qui va se mettre en place. C'est une mesure qui vise à diminuer la demande de consultation à faible valeur ajoutée. Vous l'avez tout vécu, là, quand on met en place des CRDS, là, puis tu as un paquet de codes E, là, puis tout ça, que tu dis, bien là, c'est parce que ça ne donne rien, on les accumule, puis finalement, on ne les voit jamais. Restreindre aussi des actes médicaux inappropriés, puis on s'apprête, nous, à financer aussi un projet visant la réorganisation des processus de consultation médicale, un prescripteur électronique, avec de l'aide à la décision dans le prescripteur. Ça a été beaucoup discuté, un cheval de bataille très important par nos collègues de la FMSQ. Le ministère embarque là-dedans aussi. Alors, ça va être excessivement intéressant. Ça nous montre aussi à quel point c'est aussi un projet visant la réorganisation des processus de consultation médicale, un prescripteur électronique, avec de l'aide à la décision dans le prescripteur. Ça a été beaucoup discuté, un cheval de bataille très important par nos collègues de la FMSQ. Le ministère embarque là-dedans aussi. Alors, ça va être excessivement intéressant. Ça nous montre aussi à quel point il faut être capable d'appeler un chat. On est à l'âge de pierre dans le réseau de la santé. Ça n'a comme pas de bon sens. Tantôt, quelqu'un me disait, j'ai pris ma retraite, là, je travaille avec un groupe des médecins de famille, puis ils passent leur fin de semaine à refaire des prescriptions parce que les fax des pharmacies communautaires, puis tout ça, tu te dis, c'est même pas drôle. Puis lui, il me disait, il faut que je prenne un rendez-vous avec un médecin. Ils me disent d'envoyer un fax. Bien, c'est parce que des fax, là, ça n'existe plus dans la société, sauf ça. Hier, j'étais au souper avec un médecin qui a eu son pagette qui a sonné. Ça m'a fait sourire. Mais ça vous dit que là, il est temps qu'on le fasse. Moi, je pense que la conjoncture des choses fait en sorte qu'on écoutait le ministre aussi. Des événements comme celui-là, je pense que les gens sont prêts à faire un mouvement. Puis les gens, c'est vrai qu'on fait ça pour le patient, mais c'est vrai qu'on fait ça pour le patient, mais il n'y a pas juste le patient, là. Il y a des médecins, il y a des professionnels, il y a des employés, il y a plein de monde qui travaille à faire des affaires qui ne sont pas utiles, qui pourraient être remplacées par des technologies beaucoup plus performantes. En plus, on aura moins d'erreurs. Alors, mais c'est sûr que quand on fait ça, on amène un impact extrêmement important sur la première ligne, d'où l'importance de travailler avec ces gens-là. On ne peut pas penser faire un prescripteur électronique puis qu'on n'implique pas la FMOQ dans ça. Ça n'a pas de bon sens. D'ailleurs, c'est qui demande de passer des examens souvent? Bien, c'est ça. C'est l'omnipraticien. Alors, quand tu travailles avec les gens, quand tu mets en place quelque chose d'intelligent
avec le concours des gens, bien, les gens y adhèrent. Puis quand les gens y adhèrent, là, ça déménage. Sinon, plus tranquille comme mise en place. Et donc, il y a ça amène toute la réorganisation des processus de consultation en médecine spécialisée. Des consultations en ORL pour l'accès au programme d'aide auditive. C'est un petit exemple. Spécifiquement, l'obtention d'un certificat médical d'un ORL pour ce programme. Bien, c'est une mesure qui vient juste simplifier les démarches d'accès au programme d'aide auditive. C'est plus nécessaire maintenant d'obtenir un certificat médical qui est signé par un ORL, à condition qu'il y ait un audiologiste qui atteste la déficience auditive de la personne qui est assurée, puis que les exigences soient respectées. C'est pas si compliqué que ça. Mais tu avais dans le système quelque chose qui rajoutait une longueur. C'est un impact sur la première ligne parce que ça permet aux médecins de première ligne de diriger directement son patient vers un audiologiste. C'est extrêmement intéressant. Puis ça réduit les délais de consultation. C'est sûr, je rencontrais tantôt dans le corridor le Dr Jean-Bernard Trudeau, avec qui j'ai beaucoup quasiment chatté pendant la pandémie sur les BD qu'il envoyait pour féliciter tout le monde de vacciner. J'appelais ça les BD du Doc Trudeau. Et on se disait, c'est extraordinaire, ce volet-là de travail interprofessionnel qui s'est fait pendant la pandémie. Puis c'est pour ça que je pense que notre ministre va choisir aussi de ne pas ralentir. Et contrairement à ce que j'entendais tantôt, là, sur dire qu'il n'y a pas d'urgence, oui, il y a urgence en crime. Moi, comme PDG, là, quand j'étais PDG, je suis rentré en me disant hey, moi, je rêverais tellement un jour à ce que les gens appellent un numéro, là, puis ils vont pouvoir prendre un rendez-vous. Là. Parce que, avez-vous essayé de prendre un rendez-vous dans un hôpital? Là? Il n'y a personne de mauvaise foi. Là. Peut-être que vous allez tomber sur une boîte vocale. J'ai été jusqu'à même la boîte vocale, ou même pas la boîte vocale. Tu fais 1, 2, 3, le 4, le 5, le 6. Il n'y a personne de disponible. Rappelez plus tard. Ça fait 2 minutes que je paye sur des numéros. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas si compliquées que ça, qu'on voit souvent très compliquées, puis qu'on est capable de mettre en place. Puis mon collègue va vous parler dans les prochaines minutes aussi de projets de réinvestissement. Parce que pour moi, la pertinence, ça va être un dossier, ça devrait être un dossier permanent. Mais il n'y a pas beaucoup de fois au Québec où on prend 1,6 milliard puis qu'on le réinvestit à améliorer des services, dans ce cas-ci, à la médecine spécialisée. Puis même dans nos travaux, il y a eu des volets, il va l'aborder, qui amenaient des changements très significatifs pour aider la médecine de première ligne. Je vous remercie. Je vous laisse aux soins de mon collègue. Puis s'il y a des questions, après, ça va nous faire plaisir. Merci, François. Merci. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. C'est paradoxal. Jean-François est avec sa tablette pour sa présentation. Moi, je suis le directeur des technos. J'arrive avec mon paquet papier. Moi, j'ai rien dit. Bien, là, je viens de réaliser. Peut-être que je vais m'acheter un iPad, Jean-François. Alors, merci d'être avec nous ce matin. On va vous présenter une partie importante de ce que l'IPAM fait. Les réinvestissements. Jean-François en a parlé beaucoup. 1,6 milliard de dollars. On est... Je vais juste changer... Ça marche comment, ça, Jean-François? C'est un piton vert. OK. Merci. Réinvestissement. Juste pour vous dire, actuellement, on a 1,6 milliard de dollars de disponibles pour réinvestir d'ici le 31 mars 2023, avec une possibilité d'extension. On verra là, selon la rapidité avec laquelle on peut réinvestir cet argent-là. Jusqu'à présent, il y a 33 projets qui ont été approuvés de façon très en collaboration avec toutes les parties prenantes, la FMSQ, ministère, les experts, etc. Il y a eu des demandes. Le processus de demande à l'IPAM pour des projets de réinvestissement est assez simple. Les projets, les idées sont amenées à l'IPAM soit par le ministère de la Santé et des Services sociaux, principalement la direction sous la responsabilité de Lucio Paterné, la sous-ministre adjointe, Lucie Poitras qui travaille avec Lucio Paterné, ou soit via la FMSQ qui soumet aussi directement des projets à l'IPAM. Il y a des étapes, l'étape de préliminaire de déposer l'intention de projet qui est analysée par un comité aviseur au directeur général. Si le comité aviseur juge qu'il y a une opportunité intéressante pour ce projet-là,
Le projet va passer en étape 2, qui est analysé par le comité de validation des investissements sous la responsabilité de Patricia Gauthier, qui est une des collègues à l'IPAM. Et par la suite, le projet il va être amené au comité de gouvernance que Jean-François vous a présenté pour approbation finale. Des lettres sont envoyées au ministère et c'est là que démarre le projet. Les transferts d'argent se font entre le Conseil du Trésor vers le ministère et le ministère peut, à ce moment-là, disposer d'un budget pour réaliser le projet. Donc, la porte d'entrée pour tout projet à l'IPAM de réinvestissement, c'est vraiment soit via la FMSQ ou soit le ministère. Actuellement, ce n'est pas possible pour un établissement d'amener ou un fournisseur d'amener directement un projet à l'IPAM. Le choix a été fait de canaliser ça via les deux instances que je viens de vous mentionner. Ça fonctionne bien. Ça nous permet d'avoir des bonnes discussions. C'est la priorisation, elle est faite de façon éclairée en mettant en perspective l'ensemble des demandes qu'on a sur la table. Un élément très important, c'est que la mise en œuvre des projets, c'est le ministère qui est responsable de s'assurer de la mise en œuvre des projets. Autrement dit, une fois que le projet est approuvé, que les crédits sont débloqués, que l'argent est transféré au ministère, c'est la direction de Lucie Opaterny, Lucie Poitras, qui prend en charge la mise en œuvre de tous les projets. Des bureaux de projet, les redditions de comptes, etc., c'est vraiment le ministère. L'IPAM, c'est un agent payeur qui reçoit des demandes. Ils font la reddition de comptes au P6, P9, P13 à l'IPAM. On amène les tableaux de bord de gestion au comité de gouvernance et là, on fait la gestion globale du portefeuille de projet de l'IPAM. C'est comme ça que ça se fait. Mais vraiment, les gens sur le terrain, ce sont les gens du ministère avec des établissements, avec des organisations, peu importe. Jusqu'à présent, 625 millions de dollars qui ont été investis pour soutenir ces projets-là, puis il y a encore beaucoup de place et beaucoup de marge, mais on a des projets dans notre feuille de commande. Faut aussi comprendre qu'il y a un projet important là, qui est en cours, qui est en valeur de 400 millions de dollars pour le rattrapage des chirurgies. Vous le savez, le délestage, la pandémie, etc., a amené un certain retard dans les chirurgies et autres activités délestées. Bien, il y a un budget de 400 millions de dollars qui est prêt, qui est là, qui est utilisé par les établissements, par le ministère pour faire ce rattrapage-là. Donc, ça fait partie des investissements aussi que l'IPAM a consenti ou consent pour l'ensemble du portefeuille. Des exemples. Télésanté. Vous le savez, la pandémie nous a forcé, et je suis un peu coupable en arrière de ça quand j'étais au ministère de la Santé, à mettre de l'avant rapidement des outils en télésanté. Vous vous souviendrez probablement des licences REACT pour faire de la télésanté, le Zoom, le Teams, tous ces outils-là pour faire de la télésanté, mais ça ne l'a pas arrêté et c'est une bonne chose. Alors, l'IPAM a actuellement approuvé plusieurs projets en télésanté en collaboration avec la FMSQ et le ministère de la Santé. On en donne 3 ici, par exemple, il y en a d'autres. On a ajouté dans chacun des établissements une ressource permanente pour favoriser, faire fonctionner les projets de télésanté dans les établissements, avec les CCT, les centres de coordination de télésanté, etc. Alors maintenant, les établissements disposent d'un budget pour recruter au minimum une personne pour coordonner, faire avancer des projets en télésanté. Les trajectoires cliniques pour la plateforme, la plateforme de soins virtuels, une plateforme qui est en déploiement au Québec pour faire de la santé, de la télésanté, avec l'aide du ministère, principalement avec Mélanie Caron, qui est responsable de ce programme-là. On est en train de mettre des trajectoires, de peaufiner et de déployer des trajectoires pour 7 spécialités: chirurgie, médecine interne, neuro, pédiatrie, pneumo, psychiatrie et une dernière à confirmer. Donc, il y a des trajectoires qui vont faire l'objet de déploiement et d'évaluation et de reddition de comptes à l'intérieur des projets de télésanté par l'IPAM. Très important et ça avance bien. Je peux vous dire que ce secteur-là est un secteur très effervescent où il y a beaucoup d'activités et c'est pour le bien des spécialistes qui peuvent faire de la télésanté, mais principalement pour les patients aussi qui bénéficient de ce genre de technologie-là. Le dernier projet en télésanté, c'est un centre de soutien de services numériques en santé. Qu'est-ce que c'est?
c'est aider les médecins spécialistes qui utilisent les plateformes de télésanté dans leur difficulté à se connecter, à mettre en place les outils, à communiquer avec les parents, avec les patients, etc., etc. Donc, il y a un bureau qui a été, il y a un genre de 711 qui a été créé pour les médecins spécialistes pour leur permettre d'avoir accès à des ressources en technologie de l'information pour la mise en place de leur setup ou de leur organisation de télésanté. Alors, c'est un bureau, c'est pas 24/7, là, mais qui est disponible pour les médecins spécialistes. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, ne pourra pas être élargi à d'autres professionnels de la santé, mais la première phase visait vraiment les médecins spécialistes dans la mise en place de bureaux de soutien à la mise en place des outils de télésanté. Autre secteur très important, et on le lit, on le regarde, on voit la pandémie a amené beaucoup de détresse, etc., en santé mentale. L'IPAM a investi des projets en santé mentale, 4 projets en santé mentale qui visent, entre autres, à amener le patient chez lui, à déshospitaliser, je vais dire ce mot-là, le patient, et de lui offrir des services à domicile via des spécialistes, via des psychiatres et via des intervenants spécialisés. Donc, il y a 4 mesures qui ont été mises en place. Un exemple, l'équipe spécialisée d'intervention rapide et de relais dans la communauté. Alors, après un séjour à l'urgence, en urgence psychiatrique ou une urgence régulière, mais avec un diagnostic ou un épisode dans santé mentale psychiatrique, l'idée, c'est de retourner la personne le plus rapidement à son domicile à l'aide d'une équipe spécialisée pour ce faire. Alors, ça, c'est un des projets qui a été présenté par la direction du ministère de la Santé et FMSQ, Dr. Pierre Blot, là, qui était responsable de ce programme-là au ministère. Alors, c'est un projet qui a été approuvé. L'unité d'intervention brève, UIB, en psychiatrie, annexée à l'urgence médicale, c'est pour désengorger les urgences et de faire une unité d'intervention brève. C'est une annexe à l'urgence, mais pour accélérer le retour à domicile des patients et avec des équipes spécialisées. Alors, l'IPAM a investi dans ce genre de projet-là pour améliorer l'accessibilité en psychiatrie, en urgence, en santé mentale, en créant des voies secondaires pour traiter les patients par les médecins spécialistes. Troisième volet, très important, et ça, vous allez en lire, on le voit de plus en plus, l'hospitalisation à domicile. Les technologies, maintenant, et les spécialistes et les technologies permettent de faire de l'hospitalisation, le monitoring d'hospitalisation à domicile. Ça existe, ça fait longtemps que ça existe, mais ça n'a jamais été exploité en profondeur. Alors, l'idée ici, c'est de l'utiliser dans le contexte de la santé mentale, de la psychiatrie, et offrir des services spécialisés de deuxième ligne, des services spécialisés vraiment en santé mentale à domicile. Alors, il y a de la télémédecine, il y a des capteurs, il y a toutes sortes de technologies, c'est l'idée derrière ce projet-là. Le quatrième volet, c'est on a mis une réserve dans le budget des PAM de 10 millions de dollars. On a demandé au ministère FMSQ, technologiquement, là, on veut renforcer la composante technologique en santé mentale. Est-ce qu'il y a des initiatives, des projets, des technologies, des solutions, des plateformes pour faire de la santé mentale directe là, en spécialité auprès des bénéficiaires des populations? Il y a des provinces où ils utilisent ça, là, puis ils utilisent un numéro spécial et les gens peuvent faire rapidement appeler quelqu'un lorsqu'ils ont besoin d'aide en santé mentale. Alors, regardez l'heure, hein, avec? Oui, 10h30. Merci. On va extensionner jusqu'à 10h45. 8, OK. Alors, voilà, c'est vraiment, on est prêt à mettre de l'argent en technologie, de l'information pour la santé mentale, et c'est l'objectif de ce quatrième projet-là. L'argent est déjà réservé. Le dernier exemple, non, troisième, oui, le gériatre répondant. Encore une fois, la gériatrie, c'est une spécialité. Mais c'est une spécialité qui peut aider à prévenir des hospitalisations. Je ne veux pas parler de gériatrie sociale ici, là. Vous connaissez la tendance ou le courant, mais les gériatres, lorsqu'on leur donne les moyens, c'est d'aider à prévenir des interventions ou des hospitalisations ou de maintenir la population le plus possible en service à domicile, en soins à domicile. Et les gériatres ont un rôle à jouer dans ça. Et les PAM ont investi avec
FMSQ, d'ailleurs, et le ministère, sur des mécanismes et des modalités pour favoriser la participation, l'intervention des gériatres avec des équipes sur le terrain pour éviter des hospitalisations ou des séjours à l'urgence, peu importe comment on traite les clientèles dans ce domaine-là. Dernier exemple, et lui, c'est quand on parle du partenaire citoyen qui travaille à l'IPAM, c'est un exemple probant de ça. On a un projet avec nos partenaires citoyens qui s'appelle la stratégie du partenariat citoyen, outils pour le patient comme partenaire de soins. On est en train, avec l'IPAM, avec le ministère, avec FMSQ, de définir la trajectoire patient pour 4 ou 5 spécialités. Du diagnostic, du traitement, du choix de médicaments, de la visite, mais vu du point de vue de spécialiste. Un patient qui reçoit un diagnostic de cancer, un exemple, il va passer par toutes sortes d'étapes et il peut y avoir des boucles et revenir. Et le patient, bon, il y a beaucoup de questions à poser à son spécialiste. Il y a beaucoup de formations à faire auprès du patient. Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent être faites dans une trajectoire informatisée, mais humainement informatisée. Je veux dire, il y a des outils maintenant, des outils web interactifs qui peuvent être utilisés, qui peuvent être mis en place. Ça existe déjà, mais ils ne sont pas coordonnés, ils ne sont pas agencés pour travailler ensemble. Alors, on travaille avec le partenaire citoyen, une agence, le CEPPP, et on travaille avec FMSQ, ministère, pour définir quelques trajectoires de soins qui impliquent les médecins spécialistes et comment le patient lui-même va interagir avec son spécialiste à différentes étapes de la trajectoire de soins. Et ce projet-là est très porteur et c'est vraiment celui-là, un des principaux, c'est le principal projet partenaire citoyen avec l'IPAM, que Jean-François mentionnait, où ils sont impliqués. Alors, c'est 4 exemples de projets de réinvestissement qu'on a fait jusqu'à présent dans les 33. Et il y en a d'autres à venir. On va pouvoir faire des annonces à l'automne, des projets très technologiques pour le bénéfice de la FMSQ, de la première ligne également et surtout du patient. La conclusion à M. Foisy. Je vais ramasser mes... Merci. Donc, es-tu parti avec ça, toi? Ben oui. En gros, là, en conclusion, puis je vais sauter la dernière acétate après si jamais il y a des gens qui ont des questions à poser. Il y a toutes les mesures de pertinence, j'ai un peu abordé tantôt, toutes les mesures adoptées concernent des services de médecine spécialisée et tous les projets sont susceptibles d'avoir un impact sur la première ligne. Ça, c'est clair. Les décisions de l'IPAM, ça vise vraiment à favoriser des actes médicaux à forte valeur ajoutée puis des meilleures pratiques. C'est vraiment ça qu'on a derrière la tête quand on prend des décisions. Puis, les projets de réinvestissement, ça vise vraiment à accroître l'accès aux services de médecine spécialisée, puis à soutenir une médecine moderne, parce que dans beaucoup de secteurs, c'est pas vraiment moderne. Puis ça, là, les premiers qui payent pour, c'est les médecins, puis après ça, c'est les patients. Donc, il faut aussi donner des outils aux gens pour être capable de faire quelque chose d'intelligent. Les réflexions aussi qui soutiennent les recommandations de l'IPAM ont toujours été partagées avec les différents collaborateurs et les partenaires. Tout le monde est conscient qu'il s'agit dans plusieurs cas de changement de pratique, de culture, changement aussi dans des établissements de façon de faire. C'est pas vrai que ça se fait en faisant ça, mais c'est pas vrai qu'il ne faut pas que ça se fasse non plus. Là. Je veux dire, c'est correct de changer. D'ailleurs, ça fait partie de la vie, le changement. Puis là, on est rendu là. En gros, ça fait le tour un peu de l'IPAM. La présentation, on va la faire mettre sur notre site si jamais les gens ont un intérêt à la revoir ou faire quoi que ce soit avec. Puis, comme Luc disait, là, les projets, ça passe par le ministère de la Santé et ou la FMSQ. Puis si pour toutes sortes de raisons, quelqu'un dit « Ah, regarde, je suis mi-père, je ne suis pas capable », vous pouvez nous appeler. On va s'assurer de faire les liens avec les bonnes personnes. Puis ça peut être intéressant pour des gens. Là, à un moment donné, quand tu ne sais plus à qui demander, bien, on va le faire, le lien. C'est important que ça passe par ces gens-là parce que dans un premier cas, le ministère est responsable de la mise en place puis des services sur le territoire du Québec. Puis des médecins spécialistes, bien, c'est eux qui vont la pratiquer, la médecine spécialisée. Fait que c'est normal aussi que des projets, ça ne sorte pas d'un chapeau où tout le monde dit « C'est quoi ce projet-là? »
Alors, dans ce sens-là, puis je pense aussi qu'il ne faut jamais minimiser l'impact extrêmement important des établissements de santé et de services sociaux dans la mise en place aussi de ces choses-là, des cabinets aussi de médecins qui sont en première ligne, en deuxième ligne, des autres professionnels. Aujourd'hui, c'est le fun, on voit plein de professionnels de différents horizons. Je disais tantôt, on a beaucoup travaillé en interdisciplinarité pendant la pandémie. Là, on a une aire d'aller qu'il ne faut surtout pas perdre parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. S'il y a des questions qui viennent par après, bien, vous pouvez nous contacter à l'IPAM. On répond toujours à tout le monde. Ça ne prend jamais beaucoup de temps. Alors, merci infiniment. J'espère que la présentation, ça vous a permis de voir c'était quoi cette drôle de créature issue d'un protocole, mais surtout de voir qu'un protocole, ça peut amener à des choses très tangibles sur le terrain. Alors, s'il y a des questions, ça serait le temps, finalement. Oui? Bonjour, Daniel Lapointe. Moi, j'ai fondé Opéra MD à Québec, un CSA, peu importe. Des choses qui m'ont frappé quand on a commencé avec la pandémie à faire de l'entente 108, là, la raison pour laquelle j'avais fondé le bloc opératoire. C'est qu'on est passé avec, à chaque fois qu'un patient se présentait chez nous, quand c'était notre dossier à nous qu'on utilisait, c'est 8 feuilles qu'on imprimait, pas de redondance, on écrit chaque chose une fois. Quand les hôpitaux sont arrivés, un patient, c'est 50 à 60 feuilles qu'on imprime. C'est pas que les infirmières ont plus d'informations à remplir, c'est qu'il faut qu'ils l'écrivent à 4, 5, 6 endroits, les signes vitaux, la dose d'ancêtre, l'heure d'entrée, l'heure de sortie. Puis c'est juste que dans le contexte présentement où on manque énormément de personnel dans le réseau, je pense qu'une partie du personnel qui nous manque qui est assis au poste en train de remplir à gauche et à droite 2, 3, 4, 5 fois la même chose. J'aimerais juste que vous me rassuriez que le ministère travaille avec les outils technologiques justement à décharger là, des choses qui pourraient donner du temps. Bien, j'ai tendance à vous dire que c'est vraiment l'esprit avec lequel nos collègues du ministère travaillent. C'est décharger les gens, simplifier les choses, parce que vous avez raison, des fois, c'est fou. Puis en plus, n'oubliez jamais que quand vous voyez ces personnes-là au poste, bien, il y a 75 des patients qui pensent qu'en plus, ils jasent et qu'ils ne font rien. Hein? Fait que, non, mais ça a l'air de ça, des fois, puis en plus, ils travaillent, puis c'est pas toujours intéressant ce qu'ils font. Alors moi, je pense que tout élément qui va permettre de simplifier les choses, en tout cas, nous, on va être là pour le supporter, bien, je peux vous dire que les collègues du ministère sont là aussi. Oui? Bonjour, je suis Patrice Drolet, je suis interdiste, et je trouve ça super intéressant, l'IPAM, mais presque central au problème, c'est le mode de rémunération. On coupe un cadre, c'est bien beau, mais est-ce qu'un des mandats du PAM, ce serait d'élargir pour revoir aussi le mode de rémunération des médecins spécialistes qui encouragerait justement une bonne pratique? Parce que la pertinence, c'est ça. On ne fait pas pour notre bénéfice personnel, on le fait pour le patient. Mais à un moment donné, le bénéfice personnel, c'est facile de voir des patients pour des raisons simples, pas stressants, qu'on fait de l'argent. La minorité, on va dire, mais quand même, la rémunération, c'est la base. Une bonne rémunération pourrait diminuer les besoins d'avoir des rencontres, d'avoir l'IPAM, parce que le médecin va dire, regarde, je fais ce qui est pertinent. La facturation, c'est clairement établi, c'est le mode de rémunération qui est différent. Parce qu'à l'acte, c'est malsain. Bien, oui, l'acte, ça a deux côtés. Hein. Ça peut être malsain parce que tu favorises d'en faire beaucoup, mais ça peut aussi être intéressant parce que ça favorise la productivité. Mais en même temps, je vous dirais, ce n'est pas le mandat de l'IPAM de revoir la rémunération de la médecine spécialisée, mais dans notre mandat, on travaille avec le ministère et avec la Fédération des médecins spécialistes dans un autre médium qui n'est pas de la négociation, même si on en fait toujours un peu. Ce n'est pas les acteurs de la négociation qui sont à ma table de travail. Puis on travaille à adopter des mesures qui vont structurer la pratique puis qui vont servir de la rémunération. Si tu adoptes des plafonds, si tu changes des règles d'accès à des suppléments, des primes, tout ça, on l'a fait. On se sert de ça pour atteindre un peu ces buts-là, mais actuellement, le mandat à 10 personnes, c'est pas de réviser la rémunération. Ça demeure la prérogative des instances gouvernementales de décider ou pas de si un jour ils vont agrandir le mandat d'un institut comme l'IPAM. Mais il reste que pour moi, c'est un peu ça qu'on fait par la bande avec nos collègues de la FMSQ qui sont, en passant, extrêmement collaborateurs.
parce que c'est pas facile pour eux là, de tout voir les associations. Là, puis là, un dit, bien, lui, il paye moins, lui est plus riche. Ils le font très bien. Puis avec nous, on essaie de trouver des façons pour aider. Puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup de mesures structurantes. Bien, des mesures structurantes, ça va au-delà de juste une application économique. Ça change la pratique dans le temps. Merci. Oui. Oui. OK. Je veux juste clarifier une chose. L'IPAM ne déploie pas de technologie. L'IPAM reçoit des demandes qui viennent soit de la FMSQ ou soit du ministère. Les priorités sont faites par le ministère ou la DGTI, où j'étais, ou la DGOMIP, la direction de Lucie au Patenay, etc. L'IPAM reçoit des projets. Notre rôle, nous, c'est de voir avec les collaborateurs si ces projets-là s'inscrivent dans le mandat de l'IPAM que M. Foisy vous a expliqué avec plusieurs diapositives. Alors, si, je n'ai pas dit à cette date, j'ai dit diapositives. C'est déjà mieux, mais c'est déjà mieux. Les diapos, là, je l'avais ça dans des boîtes aussi. Oui, c'est ça. Alors, mais il faut bien comprendre, le rôle de l'IPAM n'est pas d'aller faire, puis d'acheter, puis de déployer le phénomène. Bien, c'est ce qu'on disait tantôt. Oui. Le ministère de la Santé, puis on dit aux gens, si vous avez des projets, soumettez-les au ministère de la Santé et ou à la FMSQ. Puis je pense que c'est la bonne chose. Puis comme je dis, si pour toutes sortes de raisons, vous dites « Ah, je ne suis pas capable d'avoir accès », vous nous appelez, on va la faire cheminer. Oui. C'est très sage que l'IPAM ne soit pas celui qui met en place les affaires. Parce que là, analyser des affaires et les mettre en place, là, tu peux tomber facilement dans le conflit de rôle. Des fois, tu pourrais tomber dans un conflit d'intérêts. Alors, c'est pour ça qu'on trouve ça si intéressant d'avoir un véhicule, à part les organisations qui sont le ministère et la Fédération des médecins spécialistes du Québec, avoir des plateformes d'endroits où on peut discuter pour mettre en place des projets. Puis donc, nous, on analyse les propositions qui nous sont faites, puis on fait des recommandations au comité de gouvernance qui décide de les financer ou pas. Puis comme je disais tantôt, Luc, il y a trois moments dans l'année où le ministère de la Santé fait de la reddition de comptes à l'IPAM sur chacun des projets, puis ça peut engendrer une récupération d'argent ou pas. Donc, c'est vraiment un processus très, très sérieux qui est fait, puis en tout cas, c'est comme ça qu'on va fonctionner, mais on va continuer à analyser les projets pour essayer de soumettre à ceux qui vont les mettre en place des projets qui vont être capables d'amener quelque chose de plus aux patients pour le réseau de la santé. Oui. Oui, je m'appelle Émilie Denisseau, je suis médecin omnipraticienne dans un GMF. J'aimerais savoir s'il y a des projets en cours avec la RAMQ pour élargir les couvertures de soins à d'autres professionnels, comme par exemple, vous avez donné tantôt l'exemple des audiologistes à qui on peut demander de faire l'audiogramme sans passer par l'ORL. C'est super pertinent, on n'a pas besoin de l'ORL, mais souvent les patients vont me dire oui, mais l'audiologiste, je vais devoir le payer. Un autre bon exemple, c'est les ophtalmologistes. Maintenant, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on sait que les optométristes sont beaucoup mieux formés qu'avant, peuvent faire le suivi de plusieurs conditions. On pourrait décharger les ophtalmologistes, mais les patients ne veulent pas aller vers l'optométriste parce qu'ils disent je vais devoir le payer. Donc ça, est-ce que là, c'est juste des exemples par non? Est-ce que vous êtes en collaboration avec la RAMQ? Bien, la RAMQ est une partie prenante. On a une vice-présidente de la RAMQ qui est sur notre comité de gouvernance. C'est un bon point. Vous parliez de l'ophtalmo. Bien, il y a des instituts plus privés de l'œil dans différentes régions du Québec où les optométristes sont très mis à l'œuvre. Il y a même des fois, d'un côté, tu as le bureau de l'ophtalmo, de l'autre côté, tu as les autres. Et c'est très, très intéressant parce que les gens le font. Maintenant, quand il y a des projets qui touchent une spécialité, bien, l'intérêt d'aller voir la FMSQ et dire on aimerait garder les audiologistes, c'est pas moi qui ai décidé ça. Les gens nous ont dit bien là, ça serait le fun. Fait que, je pense qu'il faut avoir le courage d'aller voir les gens pour leur soumettre ça. Puis moi, j'ai vu beaucoup de réceptivité de la part des médecins spécialistes à nous soumettre les projets. C'est pas vrai que les gens, en très grande majorité, ne sont pas prêts à faire les choses différemment. Puis des fois, là, on est tous comme ça. Là. Ça fait 15 ans qu'on fait quelque chose de la même façon. Peut-être des fois, c'est le fun de se dire
mais est-ce que c'est encore la bonne façon de le faire? Est-ce que je pourrais le faire différemment? Est-ce que je pourrais donner un petit plus à un autre professionnel qui va aller faire un suivi, puis que je ne serais pas obligé de facturer, qu'un va facturer pour que l'autre fasse son suivi après? Alors, moi, je pense qu'il faut être capable d'aller voir les gens pour leur soumettre les projets. Moi, ce que je vous dis, c'est que les projets, là, ils nous les amènent. De toute façon, quand les gens ne sont pas sûrs, ils peuvent toujours nous l'amener. On va le faire cheminer. Oui, dernière question, parce que je vois toute flash rouge. Toute flash rouge, fait que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Un bref commentaire. Alors, vous l'avez fait. Mon nom est Frédéric Morin. Je suis rhumatologue et président de l'Association des médecins rhumatologues du Québec. Vous l'avez mentionné, c'est une bébite, une figure au départ imposée, mais Ouais. je tiens à saluer parce que j'ai un projet d'IPAM, moi, qui est exactement dans la tangente de la journée, c'est-à-dire un projet de modernisation de ma pratique basée sur l'interdisciplinarité. Alors, tout est dans tout aujourd'hui là-dessus. Puis, l'IPAM s'est avéré comme, si vous voulez, un objet de négociation qui s'est transformé en opportunité pour nous. Ouais. Alors, je tiens à saluer ça. Puis, avec le processus, d'ailleurs, M. Poisson, on s'est déjà rencontré à une reprise à cet égard. Puis, je voulais juste vous mentionner que vous avez, évidemment, il y a un moment, là. Il y a un moment, c'est-à-dire que c'est basé sur une entente collective. Mais, alors, ma question est la suivante, c'est comment le ministère prévoit de pérenniser cette affaire-là, si c'est le cas, parce que vous avez mentionné ça. L'IPAM? Oui, l'IPAM. Est-ce que l'IPAM pourrait être éventuellement pérennisé? Bien sûr, peut-être pas toujours basé sur un financement basé sur la rémunération des médecins spécialistes. Bien, vous avez, c'est une bonne question, évidemment. Là, je ne suis pas la présidente du Conseil du Trésor. Là, elle paraît beaucoup mieux que moi. Puis, mais je ne suis pas la présidente du Conseil du Trésor. Ça va être la prérogative des instances gouvernementales de voir. Parce que c'est vraiment, nous, notre lien est plus avec le Conseil du Trésor encore que le ministère. Ça va être à eux. Puis j'imagine que des gens comme vous, les gens vont les faire, les commentaires. Parce que moi, je pense que l'intention derrière le législateur, quand les gens ont fait le protocole, c'était de voir si on ne pourrait pas un jour pérenniser ça. Bon, je suis extrêmement fier d'entendre qu'on a réussi à être une espèce d'entremetteur qui permet à des projets de voir le jour, puis de faire des liens qui sont des fois presque impossibles à faire entre des organisations. Nous, on peut le faire. On espère qu'il y aura une pérennité dans le temps. De toute façon, après le 31 mars 2023, anyway, c'est sûr que ça continue parce que, a priori, parce que il faut faire le suivi des mesures, puis sinon, il faut en adopter d'autres. Non, les projets ne seront pas finis, puis on est obligé de les terminer, mais c'est sûr que c'est une question qui va se poser. Je pense que l'intention derrière, c'est d'y aller vers ça. Ça sera aux gens d'en décider. Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'on dit aux gens, bien, jugez-nous sur nos résultats. Puis on est fiers de dire que depuis cette année, là, on a une collaboration exceptionnelle des gens. Puis je vous le dis, là, des discussions très tranquilles les premiers mois. On est rendu avec beaucoup de liberté où les gens osent dire les choses. Puis je remercie tout le monde. Puis c'est en ayant la chance de parler avec des gens dans des forums comme ça qu'on vient aussi dédramatiser la chose, comment je dirais, rendre l'Institut plus facile à comprendre, parce que quand tu regardes ça comme ça, tu te dis « ouais, c'est bien bizarre, ils ne sont pas beaucoup », mais on voit qu'à 10 personnes, on est capable d'aider à faire bouger beaucoup de choses, puis ça, c'est aussi grâce à l'ouverture de la FMSQ et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Okay. Merci infiniment. Merci. Bonne journée.